Et donc, on peut avancer avec notre 4e joueur du jour, c'est Draymond Green. Draymond Green qui est hyper intéressant également. 27 minutes par match à peine pour Draymond Green cette année. 27, tu vois, on est pas loin du minutage un peu limite. 55 matchs cette saison pour Draymond Green, à peine, on sait pourquoi. 101 de true shooting plus, donc plus 1% d'efficacité relative à la moyenne, vous le savez, mais c'est pas son truc de toute façon, sur un volume de 15% d'usage à peine, volume assez banal. C'est vrai que pour te lancer, on est tout de même sur une saison très compliquée par rapport à ses standards habituels. Ouais, c'est ça, c'est que alors en fait Draymond Green, c'est toujours particulier parce qu'on a l'impression qu'on le juge pas sur les mêmes questions que d'autres joueurs qui peuvent jouer à son poste ou de son niveau. Alors c'est vrai qu'il a un peu on sent que je sais pas si c'est le poids de l'âge, si c'est la fatigue ou quoi que ce soit, mais qu'il y a un peu un déclin sur pas mal de questions. Comme tu l'as dit, déjà, le minutage et la quantité de matchs, etc. Parce que ça commence à vraiment diminuer, cette année. Et un peu, j'ai l'impression que son emprise et son importance dans le jeu des Warriors, que ce soit offensive ou défensive, ça commence un peu à réduire. Malgré tout, ça reste quand même un joueur très intéressant, qui a notamment fait une saison au-dessus de ses standards au shoot, qui a toujours du passing de qualité. Défensivement, ça reste un joueur très 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 intelligent, si le corps ne suit plus autant qu'avant, il a toujours son cerveau et ses instincts de défenseur qui restent. Mais c'est vrai que c'est je vais pas dire le début de la fin, mais ça y ressemble quand même. Alors, je sais pas si j'irai jusque-là. De toute façon, mécaniquement, on s'en rapproche. Oui. On est plus proche du début de la fin que... Bref, on va pas finir cette phrase, mais plus on avance, plus c'est probable. Mais tu vois, effectivement, il y a deux parties. Pour moi, je pense qu'en un sens, il y a peut-être un step en moins, ou peut-être, mais je trouve pas que ça soit conséquent, mais je pense que peut-être ce qui a pas aidé, c'est les suspensions, quoi. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est un peu ça qui a aussi perturbé toute sa saison. Et enfin, perturbé, c'est de sa faute aussi, hein, mais parce que c'est lui qui pète un câble, on est d'accord. Bien sûr, mais ouais, quand t'as au milieu de la saison 25 matchs, non pas 25 matchs, peut-être pas, mais ouais, c'était un peu moins, je crois, ouais, mais bon, ça reste quand même, ça empiète pas mal ta saison, quoi. Oui. C'est ça, ouais. Le geste est début mi-novembre, je crois, et la suspension tombe mi-décembre, et il joue pas jusqu'à mi-janvier. Donc c'est un mois, grosso modo, hein. Ouais. Un mois sur 5 ou 6 de saison régulière. Et je pense que ça aussi, ça a pas mal perturbé. Et tu vois, après, par rapport au minutage, c'est vrai que on est à peine à 27, et ça, c'est peut-être pas un indicateur non plus à totalement négliger. Après, tu vois, si on prend un peu la fin de saison et le bon Golden State de la deuxième partie de saison, bien meilleur, on est quand même un peu plus que ça, quoi. Donc c'est un cas compliqué, et il y a quand même plein de choses à dire. Je pense que le cas est intéressant. Déjà, le premier fun fact, effectivement, tu l'as dit, il a un peu retrouvé un shoot, ouais. Un peu sorti nulle part, alors qu'il nous avait habitués à... Enfin voilà, c'est pas un mec qui avait jamais eu de shoot, hein. Pour le coup, faut même se souvenir que à l'époque des Warriors, à 73 victoires, il shoot à 40% à 3 points quasiment sur un petit volume. Et en fait, d'un coup, il s'était mis à abandonner totalement le 3 points, à ne plus être respecté, à ne plus les prendre du tout. Et il était comme ça depuis quelques temps. Et là, il nous fait une saison à 40% à 3 points, et avec un volume aussi de plus de 2 par match. Donc c'est pas génial, mais c'est quand même plus que ce qui nous avait un peu habitué. Donc premier fun fact. Mais non, je pense que ce qui est au-delà peut-être de la question du déclin physique qui commence un peu à s'amorcer, mais de manière un peu normale, je pense que malgré ce déclin, on reste quand même sur un niveau très très haut. Bien sûr, oui. Tu vois, j'ai fait un podcast sur les pivots défensifs, etc. il y a quelques semaines. C'était un des seuls dont l'impact était encore tangible. Pour moi, encore un des derniers, comment dire, pierre angulaire défensive un peu transcendante, quoi, tu vois, en termes de, ne serait-ce que, alors c'est pas tout, hein, c'est pas une fin en soi, mais ne serait-ce que sur des on-off, on a du mal en NBA à trouver des pivots qui à eux seuls font la grosse différence, parce que aujourd'hui en NBA on commence à développer, enfin c'est plus important d'avoir un collectif en termes de défense off ball, de rotation, etc. Mais t'as des mecs comme ça qui ressortent encore en termes de on-off. T'as Gobert évidemment, malgré la qualité autour, Gobert ressort encore en termes de on-off. Bah oui, avec lui, sans lui, c'est pas pareil. T'as du Bam Adebayo, t'as du Jaren Jackson, et puis t'as Draymond Green, quoi. Donc, mine de rien, on a encore ce truc de quand la défense est pas là versus quand elle est là. Je crois que c'est quasiment 4-5 points de différence par 100 possessions sur la défense, ce qui est un écart assez énorme, quoi. Donc il y a ça, et puis je pense que l'autre aspect aussi, je sais pas ce que t'en penses, mais
le fait qu'on titularise Kuminga à partir de janvier sur la deuxième partie de saison fait qu'on a un peu plus retrouvé des schémas plus dynamiques qu'on a pu connaître en début de partie d'année avec Kevin Looney, et le fait que Kevin Looney était aussi gros et lent et devait prendre qu'un certain match-up parce qu'il pouvait pas défendre sur plein de monde faisait que Draymond Green aussi devait défendre l'autre, il était un peu obligé de défendre quelqu'un en particulier parce que Looney devait prendre quelqu'un spécifique, je veux dire, par rapport à son gabarit, alors qu'avec Kuminga, c'est l'inverse. Kuminga, on pouvait le mettre sur n'importe qui, et ça a permis de déployer Draymond Green. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais moi, la deuxième partie de saison, l'attaque a pas été au niveau, peut-être pas, mais la défense des Warriors était quand même assez intéressante dans ces nouveaux schémas, en fait. Oui, alors juste pour revenir, c'est vrai que j'ai commencé avec un peu de négatif, mais ça reste quand même défensivement l'un des tout meilleurs défenseurs de la ligue. C'est vrai que ce que je voulais dire, c'était que par rapport à il y a quelques années encore, on voit quand même le poids des années, le poids de la fatigue, etc. Mais il reste, comme tu l'as bien précisé, un défenseur, ou que ce soit statistiquement ou visuellement, tu vois encore qu'il effraie beaucoup d'attaquants adverses. Ouais. Et oui, en fait, les Warriors depuis leur titre en 2022, ils arrivaient pas à passer comment dire, de tourner la page plutôt de toute cette équipe dont il y avait encore Clay et Kevin Looney notamment. Et à la moitié de la saison, la transition a été faite vers une équipe beaucoup plus jeune où Draymond arrive encore à s'inscrire dedans. Comme tu l'as bien précisé, avec ces questions de schéma défensif qui évoluent un peu en amenant des Kuminga, ce genre de joueurs qui ont des profils un peu plus qui sont capables de beaucoup plus switch, d'être beaucoup plus modulables dans un système défensif. C'est vrai que ça correspond parfaitement à ce qu'a besoin Draymond, qui lui aussi est un défenseur modulable, et c'est là où il est le meilleur. C'est quand il est pas en position de drop ou autre, ou assigné à quelqu'un, et quand il a un peu ce rôle de général de défense, un peu reculé, un peu en roamer, où il peut surgir un peu partout et nulle part à la fois. Et ça correspond bien mieux avec un Kuminga largement plus dynamique que Kevin Looney pour l'accompagner sur les postes intérieurs, ouais. Effectivement, je trouve qu'on a un peu retrouvé cet aspect on peut le déployer un peu différemment, mais c'est aussi une défense de son profil. Est-ce qu'on a besoin de le réexpliciter? Mais c'est non seulement un mec qui peut switcher, et je crois qu'on en parlait avec Bam Adebayo surtout. Tu sais, on dit souvent, oui, alors un tel, il peut switcher sur tous les postes. Mais il y a une différence entre il peut switcher et il est bon sur tous les postes. Ouais. Et des comme ça, il y en a pas tant que ça en NBA. On avait, je sais pas qu'est-ce qu'on avait dit, Bam Adebayo évidemment, Jaren Jackson peut-être un peu, surtout Anthony Davis et Draymond Green aussi, mais t'en as pas des tonnes des mecs comme ça hein, qui sont, c'est pas juste qu'ils peuvent switcher, mais qui sont bons, voire très bons. Il fait un peu partie de ça, mais aussi on a une valeur, c'est pas que le switch. Hein. Parfois on fait un peu le raccourci défense dynamique égale switch, ou même Draymond Green, hein, défenseur un peu mobile et donc switch, mais en fait il est aussi excellentissime en termes de protection de panier, ouais. Tu l'as dit, le rôle du roamer, le safety, etc. Et donc le fait d'avoir Kuminga fait que en fait tu pouvais mettre Kuminga à peu près sur n'importe quel match-up que tu voulais pour libérer Draymond Green, et ça a pas mal aidé, je trouve. Et donc voilà, bref, je pense qu'on a encore peut-être pas quelqu'un qui avait une telle mobilité comme on a pu connaître il y a encore un an ou deux. Peut-être pas, mais encore même ça, je trouve que c'est un peu compliqué à juger, notamment aussi, voilà, tu vois, on a parlé de la mise en rythme et de la suspension, etc. Bon, est-ce que ça a joué aussi, je sais pas, mais s'il y a un écart, il est pas conséquent encore, en tout cas, pour moi. Et bon, bref, on a encore un excellentissime joueur en défense. Et sur l'attaque, c'est toujours pareil, hein, c'est-à-dire que c'est l'aspect de passing et la synergie qu'il peut avoir avec un Stephen Curry, où on a ce pick and roll qui est génial, mais est-ce qu'on a besoin de détailler ça aussi? Est-ce qu'on a aussi besoin de redétailler que, non, il n'y a toujours pas de scoring de création, etc., tous ces trucs? Non, en effet. Par contre, l'autre aspect intéressant que j'ai trouvé, c'est que les Warriors ont aussi développé en deuxième partie d'année tout ce qui était le jeu de transition.
justement, et que bah ouais, finalement ça correspondait un peu plus à l'ADN et à ce que peut faire aussi un Draymond Green de se projeter très vite en transition. Et les Warriors sont devenus ont gratté pas mal de points comme ça sur la contre-attaque, et lui aussi est un intérieur qui est génial là-dessus, parce que bah, il est très mobile, il peut dribbler, il peut passer en mouvement, donc là-dessus c'était aussi très bien. Mais voilà, je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter sur la saison de Draymond Green en 2024. Alors, t'as quasiment tout dit. Juste une ou deux petites choses. C'est que, enfin, t'as précisé tout ce qu'il faisait défensivement, et c'est vrai qu'il le fait encore bien. Et je trouve là où il a été très bon cette année, il était déjà excellent les années précédentes, mais ça s'est d'autant plus vu cette année, parce que j'ai vraiment l'impression que, comme j'ai déjà répété, qu'avec un peu d'âge, un peu moins de vivacité, un peu plus ancré dans le sol, je trouve que le post-up ou les gros, les vrais pivots qui lui donnent quelques centimètres de plus, il les a excessivement bien défendus. Alors il le faisait déjà très bien, hein, mais ça je l'ai encore plus vu cette année. Et offensivement, comme tu l'as précisé, il y a l'aspect transition qui lui correspond bien, parce que même pour un comment dire, si c'est lui à la relance, bah c'est parfait pour lui d'avoir des Kuminga ou des Pod, je vais pas me risquer à dire son nom complet, mais Pod qui part en contre-attaque. Et en fait c'est assez intéressant, même si l'attaque n'a pas très très bien tourné. Le fait d'avoir un Draymond Green qui, peut-être pas en montant jusqu'à 40%, mais qui progresse, ou je sais pas s'il va progresser sur ces prochaines années, mais qui se stabilise autour des 36, 37, 38% à 3 points, ça peut complètement changer l'attaque des Warriors. C'est que, pendant de nombreuses années, il était ignoré quasiment à 3 points, parce que, au-delà de une ou deux saisons, il a surperformé. Il était vraiment pas très très bon en termes d'efficacité, même si il les prenait, il en prenait quelques-uns. Là, si sur la prochaine saison ou les deux prochaines saisons, il commence à se stabiliser à un certain pourcentage, en plus de tout ce qu'il fait déjà offensivement, c'est vrai que ça apporte une arme supplémentaire. Et vu que notamment Kuminga c'est pas le plus grand shooter, bah au moins ça compense un peu cette raquette, quoi. En effet, et oui, tiens, j'avais noté aussi un point. Alors, je sais pas trop comment le prendre, mais un point où on peut commencer peut-être à voir à quel point est-ce que on est peut-être plus autant sur un Draymond Green. Je vais pas dire dans l'absolu un déclin, mais en tout cas la perf qu'il a fait était moins impressionnante. C'est la protection de panier, où ça a toujours été un mec extrêmement sous-estimé là-dedans. Et tu vois un peu sur le chiffre de à quel point est-ce que t'infliges une perte d'efficacité au panier pour tes adversaires, à quel point les adversaires shootent mieux ou pas face à toi, ou moins bien ou pas face à toi, comparé au reste de NBA. Quand il est sous le panier, il est cette année à moins 3 de perte d'efficacité infligée au panier. Pour vous dire, moins 3, c'est quand même beaucoup plus banal que les années d'avant, où en fait il flirtait avec quasiment des scores de vrais pivots défensifs, en fait, hein, de moins 11, moins 10, moins 9. Donc là, c'est vrai que, comment est-ce qu'on interprète ça ? Est-ce que, en effet, c'est juste que le mec a été moins bon ? Est-ce qu'on est sur un déclin ? Et l'autre aspect aussi à prendre avec des pincettes, tu sais, c'est que on n'a pas des schémas traditionnels avec Golden State, et c'est un peu pareil Bam Adebayo, c'est que on peut pas trop prendre les chiffres de protection de panier comme on pourrait prendre ceux d'un Gobert, d'un Kessler ou d'un Brook Lopez, parce que c'est pas le même schéma, donc il est pas tout le temps. Enfin bref, il y a plein de trucs en jeu, mais voilà, peut-être aussi à surveiller d'un coin de l'œil ce côté défense autour du panier, parce qu'il avait toujours été élite de chez élite. Donc si l'an prochain par exemple on revient et que ça se confirme cette tendance, ça sera peut-être un peu inquiétant, mais ok. Et donc transition vers le classement, où est-ce qu'on imagine le cas compliqué de Draymond Green ? Ouais, alors là, c'est un casse-tête assez important. Alors là, comme ça, de prime abord, je le mettrais entre Zion et derrière James Harden. Donc Zion est numéro 19. Ouais, c'est ça. Devant DeMar DeRozan et en dessous de Kyrie, en gros. C'est vrai que il y a des points de repère un peu évidents. Bam Adebayo qui est 12 et assez nettement au-dessus pour cette année, je pense. Ouais. L'an dernier, il s'était un peu collé, mais parce que l'an dernier, Draymond avait fait une belle saison. Là, c'est pas du tout le cas. Et même Gobert, j'ai quand même envie de mettre Gobert au-dessus aussi, un peu comme toi. Ouais, moi aussi. Cette saison, ouais, parce que d'habitude, il y aurait un peu tout ce qui est la synergie offensive, etc. Et je pense qu'il y a encore cette année. Mais quoique, ou alors peut-être les coller alors. Peut-être les mettre pas trop loin. Toi, t'étais sur Zion alors, un peu juste 3 places plus bas. Ouais, je disais autour de
Enfin, je pense que Zion, c'est le haut de ce que je peux, enfin, ce que j'imagine. Et après, que ce soit devant, derrière Domantas Sabonis, ça me va. Devant, derrière Jalen Williams, ça me va. Devant, derrière James Harden, ça me va. Et en dessous de DeRozan, ça me semble bas. Ouais. Ok. Bon, sinon, on peut le coller à Sabonis alors. Un peu cet aspect-là. Ça me va bien. Ok. Ça fait bas. Hein. Moi, ça me fait bas. Mais Ah ouais. c'est pas genre tu m'imposes que ça soit bas, c'est juste que c'est bas par rapport aux standards habituels auxquels j'ai l'habitude de voir Draymond. Oui, quoi. je suis d'accord, oui, enfin, moi, il y a encore quelques années, il était 7 places au-dessus, quoi, mais oui, je suis d'accord, mais c'est vrai que cette saison, en tout cas, il semblait moins en rythme que les saisons précédentes, et c'est vrai que, peut-être, alors, il y a l'aspect qui a joué moins de matchs, mais aussi, ça lui donne aussi on a un ressenti peut-être un peu plus négatif, un gars qui s'énerve encore plus que les précédentes, qui fait des gestes d'humeur vraiment malsains, et c'est vrai que peut-être inconsciemment, moi je le baisse aussi pour c'est ça, quoi, c'est pas digne d'un grand champion du grand champion qu'il est, quoi. Ouais, puis tu vois, ne serait-ce que sur le minutage, au final, 27 Oui, minutes, on est même loin de ses bas. standards, quoi. Donc, ça peut s'entendre de faire un malus aussi par rapport à ça. Bah oui, notre critère, c'est un peu l'impact, entre guillemets, par match. Alors, c'est pas vraiment par match, mais c'est juste pour pas dire, bah tiens, il a fait 20 matchs de plus, il a plus de valeur. Mais vu que le critère, c'est un peu l'impact par match et que par match, il a joué quand même beaucoup moins qu'avant, ça, ouais, Il a ça joué me va de 800 faire minutes de moins. Ouais, voilà. Donc, C'est quand même énorme. Ouais. Ok, bah mettons-le là. Alors, à côté de Sabonis, entre Zion et Sabonis, on fait un tir groupé de petits costauds. Pour le coup, ok. Eh bien, faisons ça. Et donc, petit quiz pour terminer. Nous sommes le 28 novembre 2023. Et Draymond restera Draymond. C'est un 1 contre 3 contre les Kings que, évidemment, il va gagner sur une transition, sur une contre-attaque. Il a 1 contre 3 et il va empêcher un panier. Qui est sur le terrain au moment de ce 1 contre 3 gagné par Draymond contre les Kings? Alors, Curry. Curry est sur le terrain, oui. Podziemski. Non, Pods n'y est pas. Clay. Oui, tout à fait. Clay, Kuminga. Kuminga n'est pas sur le terrain, non. Andrew Wiggins. Oui. Ok, Andrew Wiggins. Draymond. Moody. Pas Moody, il manque Bugs Bunny, Daffy Duck, Titi et Gros Minet. C'est les Toons. C'est les... Comment on les appelle, les Toons? Les Looney. Ah, Kevin Looney. Kevin Looney. Ok, ouais, oh là. Kevin Looney Toons, tout à fait. Ok. Et donc, tu m'as dit les Kings. Et les Kings, ouais. Donc, D'Aaron Fox. Oui. Werther. Oui. Comment il s'appelle? Harrison Barnes. Oui, tout à fait. Keegan Murray. Keegan Murray n'est pas là, non, pas à ce point-là. Ok. Domantas Sabonis. Oui. Et donc, il m'en manque un. Le dernier, c'est un mec qui a été drafté à l'époque, qui a été drafté très tard, mais tout de même dans la loterie. Davion Mitchell. Pas Davion Mitchell, non, drafté par Indiana. Il y a quelques années. Ok. Mais c'est un mec hyper vieux pour la loterie, il avait déjà 23-24 ans, je crois. Chris Duarte. Exactement, Chris Duarte, ouais, ça, tout à fait. C'est Duarte qui a été échangé aux Kings, qui d'ailleurs, depuis, est parti, je sais plus où il est exactement. Je me souviens plus, mais... J'avoue que je l'ai lâché après ses saisons à Indiana où c'était un très bon rookie de 28 ans. C'est ça, après, ouais. j'avoue, j'ai plus suivi son parcours.